Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de rester des heures sans rien faire, juste à réfléchir? C'est clairement ce qui est en train de m'arriver. On est dimanche soir, il est 21h07. Je sais que je suis en train de procrastiner et je déteste ça et pourtant je le fais très souvent. Je sais que je suis en train de procrastiner et je déteste ça et pourtant je le fais très souvent et ça m'arrive même de passer des journées entières à juste réfléchir et à ne rien faire. Et à aucun moment je m'ennuie. Je suis vraiment pris dans une réflexion, mais qui divague complètement, qui peut durer des heures et qui techniquement me fait du bien psychologiquement sur le moment. Après, une fois qu'on est arrivé au soir, comme là, je me sens mal. J'ai l'impression d'avoir perdu ma journée et je déteste ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de parler de la procrastination et on va parler de plein de sujets qui tournent autour. Pour vous dire un peu toutes les choses que je procrastine là dernièrement, qui a lancé ce podcast. Je me trouvais des excuses comme avoir fini la déco de mon appart pour avoir un environnement qui me plaît. Ce qui en soi on s'en fout. Vous vous en foutez j'imagine de la déco. Et moi aussi, en réalité. Et pourtant je prenais ça comme excuse parce que je sais même pas pourquoi. Honnêtement, enfin, maintenant que j'ai fait quelques recherches, je vous avoue que ça fait sens. Mais sur le moment, sans l'avoir lu, je savais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas très compliqué. Ensuite, il y a aussi l'aménagement de mon van. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, je voyage en van. J'ai acheté un van il y a quelques mois, un nouveau, un plus grand. Et avant de l'acheter, je me suis dit: «Oh, c'est trop bien, genre dans quelques mois, je vais pouvoir partir voyager, ça va être génial et tout». Ça va faire 6 mois, voire un peu plus, et c'est même pas commencé. Et je procrastine. Et du coup, toute la journée, là, je l'ai passée à me dire: «Demain, je vais acheter tout ce qu'il faut et je vais faire ça». Et je me suis dit: «Dans 1 ou 2 semaines, c'est fini». Je sais pas ce qui me prend de penser ça alors que ça fait 6 mois que je le fais pas. Peut-être ça sera fait, peut-être pas, j'en sais rien. On verra. Mais il y a plein de choses comme ça que je procrastine. Des fois, c'est juste me faire à manger. Et pourtant, j'aime manger. Mais sur le moment, je réfléchis trop. Je réfléchis trop pour rien. Avant que je lance le podcast, une des choses qui me faisait procrastiner, c'est le fait que je suis en pyjama, j'ai déjà pris ma douche, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis pas, voilà. Et du coup, je me suis dit: «Non, faut que j'attende demain pour enregistrer le podcast». Pourquoi? Genre au final, on s'en fout complètement. Et tellement si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu me préparer, me maquiller, me coiffer. Mais j'en avais pas envie. Et en soi, moi, je m'en fous d'être maquillée ou coiffée dans le podcast. C'est ce que je dis tellement qui compte. Et pourtant, je l'ai encore pris comme une excuse. Et je fais ça beaucoup trop souvent. Et ça m'énerve. Ça m'énerve et pourtant, je peux pas m'en empêcher. Du coup, je me suis un peu renseignée sur Internet. Je vous lis d'abord ce que j'ai trouvé, la définition de la procrastination. La procrastination, tendance comportementale ou psychologique à remettre systématiquement au lendemain des actions, des décisions ou des tâches importantes. En sachant que la procrastination fonctionne aussi avec des tâches qui sont pas importantes. Ce réflexe d'évitement est souvent motivé par le stress, l'anxiété, la peur de l'échec ou la complexité perçue d'une tâche plutôt que par de la simple paresse. C'est vrai que moi-même, j'ai tendance à dire que j'aime pas les procrastinateurs parce que je les vois comme des paresseux. C'est pour dire un peu la vision que j'ai de moi-même, pour le coup. Et on va pas se mentir, c'est complètement stupide de penser ça, sachant que moi-même je procrastine et que je sais que c'est pas par paresse. Je le sais. J'ai aussi regardé les causes de la procrastination. Dedans, il y a la peur et l'anxiété du coup. Le cerveau perçoit la difficulté ou l'enjeu d'une tâche comme une menace, déclenchant un mécanisme de stress. Ensuite, on a aussi recherche de réconfort immédiat. Ça, c'est vrai que enfin, la peur et l'anxiété, je le sais, mais je le ressens continuellement. La recherche du réconfort immédiat,
Je l'ai aussi avec la nourriture et c'est vrai que c'est un truc, quand on parle d'immédiat, c'est pas pour rien. C'est quelque chose qui nous fait plaisir sur le moment et après on se sent mal. Et comme je vous disais tout à l'heure, bah, c'est comme quand tu restes la journée à rien faire et qu'à la fin de la journée, tu te sens triste parce que t'as rien fait et tu t'en veux à toi-même. Alors que faut pas s'en vouloir, mais bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire malheureusement. Internet nous dit: pour fuir l'inconfort, l'esprit se tourne vers des activités plus apaisantes ou faciles, comme les distractions numériques, afin de générer une satisfaction rapide. C'est vrai que parfois, on a tendance à ouvrir TikTok ou YouTube pour rien, clairement pour rien, on va pas se mentir, on pourrait faire autre chose, et on a autre chose à faire. Et bah, techniquement, dans ces moments-là, on n'est pas concentré en vrai sur ce qu'on regarde. Ensuite, on a aussi le perfectionnisme. Et ça, c'est vrai que je me suis reconnue là-dedans, car ça arrive parfois de procrastiner, car on est dans l'attente d'un résultat parfait qui nous paralyse et qui nous empêche de commencer. Et ça, c'est vrai que ça m'arrive très souvent pour plein de choses, que ce soit professionnel ou personnel. J'aime pas mal faire les choses, mais j'ai tendance du coup à trop attendre, trop attendre le bon moment, trop attendre les bonnes conditions, ou juste attendre d'être prête psychologiquement. Mais du coup, j'attends trop et je loupe le bon moment. Et ça, j'aimerais bien trouver des solutions, j'avoue. Ensuite, comme dernière raison que j'ai trouvée à la procrastination, il y a la surcharge cognitive. L'ampleur apparente d'un objectif donne l'impression d'être submergé, bloquant toute initiative. Et ça, je vous avoue, bah pareil en fait, je le ressens tout le temps, pour tout. Et du coup, j'ai fait d'autres recherches là-dessus, car ça me fait sentir hyper mal de me sentir constamment submergée, constamment épuisée, constamment surdemandée. Majoritairement, ma vie est cool, et pourtant, en fait, dans mon cerveau, c'est lourd. C'est très très lourd, et j'ai du mal avec beaucoup de choses. Et ça, je pense que ça va être important qu'on en parle. Je me suis aussi renseignée sur le fait de pouvoir passer des heures à rien faire, parce que je me demandais, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Du coup, on nous dit sur Internet, rester des heures à penser vient souvent d'un besoin de contrôle, d'une surcharge de stress ou d'un trait de personnalité qui pousse le cerveau à analyser le moindre détail. Ce mécanisme s'active pour chercher des solutions, ressasser le passé ou fuir une action devenue trop difficile. Et du coup, on en revient un peu à tout ce qu'on a dit sur la procrastination. Car il y a une fuite d'une action, une fuite de quelque chose qui doit arriver, mais aussi ce côté stress et surcharge. Les causes principales apparemment sont la rumination mentale. Le cerveau tourne en boucle sur un événement passé ou une peur future pour tenter de tout maîtriser. Il y a aussi le stress ou la fatigue. Il y a l'hyperactivité cognitive, encore une fois. Certaines personnes possèdent naturellement un esprit très vif qui crée des liens et des réflexions en continu. Et pour finir, l'évitement ou l'apathie. Penser de manière passive sert parfois de refuge pour ne pas affronter une situation réelle ou une décision. En fait, tout ça, c'est complètement lié. Mais il n'y a pas que ça. Car, je sais pas vous, mais quand je suis dans une phase de procrastination, de réflexion intense, souvent ça commence par des choses logiques, comme faire des listes de choses que je dois faire. Puis je finis toujours par divaguer et partir dans une sorte de petit monde imaginaire. Par exemple, ça m'arrive très souvent de regarder les maisons à vendre, des maisons que je pourrais jamais m'acheter et dans laquelle je m'imagine une vie. Ou alors d'aller sur certains jeux de simulation de vie et juste de passer la journée là-dessus. Et bah pareil, du coup, c'est une forme de fuite. Ça, j'avais déjà demandé à ma psy si c'était une mauvaise chose ou pas. Car on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux. On le sait, il faut pas tout croire. Mais en fait, on sait pas qu'est-ce qu'il faut croire et qu'est-ce qu'il faut pas croire. J'avais déjà vu sur TikTok des personnes dire que quand on passe beaucoup de temps dans notre petit monde imaginaire, à se parler à nous-mêmes, à vivre des scénarios fictifs, c'était une forme de maladie mentale. Alors que pas du tout, ou en tout cas pas tout le temps. Et du coup, j'avais demandé à ma psy
Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est normal? Est-ce que mon cerveau fonctionne normalement? Et bah, elle m'avait répondu: «Oui, complètement, et c'est même une bonne chose de faire ça si toi ça t'aide à gérer ton stress, à gérer ton anxiété ou même à te faire sentir mieux». Et du coup, elle m'avait dit: «C'est juste ta façon à toi d'aller dans ta safe place et tu la balades avec toi, elle est dans ta tête et c'est un monde imaginaire. Il faut juste pas que tu t'y perdes techniquement». Je me suis renseignée quand même un peu plus pour pouvoir vous en parler. Apparemment, vivre dans un monde imaginaire est un refuge psychologique fréquent qui permet de s'évader du stress, encore une fois, de nourrir sa créativité ou de combler un besoin de valorisation. Mais cela nécessite de maintenir un équilibre sain avec la réalité. J'ai aussi regardé pourquoi, du coup, on se réfugie dans ce monde imaginaire au-delà du stress. Et du coup, on revient aux besoins de fuite, échapper aux tensions, à l'ennui ou à la dureté du quotidien. Quête de contrôle, créer un espace où l'on maîtrise son rôle, son image et ses réussites. Ou encore ressources créatives, un moyen puissant d'explorer des émotions, de faire de l'art ou d'écrire des histoires. Comme beaucoup de personnes qui créent, qui écrivent, c'est vrai que la procrastination, elle aide à juste laisser libre cours à son imagination. Ces moments, j'ai remarqué qu'ils arrivaient toujours à des moments où j'avais pas envie que ça arrive. Et je me suis posé aussi la question du pourquoi. Et on en revient encore une fois, comme toujours, à l'anxiété et à l'angoisse. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir des raisons d'être anxieuse ou d'être angoissée. Mais c'est le concept. C'est qu'il n'y a pas de raison. J'ai dû me renseigner aussi là-dessus parce que j'ai beau le vivre, c'est pas clair. Ressentir de l'angoisse alors que la situation extérieure est calme et fréquent. Le corps et l'esprit réagissent parfois à une accumulation de fatigue, à un trop-plein d'émotions enfouies ou à un système nerveux resté en mode d'alerte, bien que votre quotidien soit stable. En fait, je crois bien que ça fait 15 ans que je suis non-stop en mode alerte et du coup je me suis habituée à la sensation. En même temps, je la vis mal, mais je l'acceptais et je fais avec. Et c'est pas forcément une bonne chose, voire pas du tout même. Comment apaiser cette tension? Il y a toutes les techniques de respiration qu'on nous rabâche encore et encore, qui pour moi, je vous avoue, ne fonctionnent pas spécialement, ou en tout cas pas toutes seules. On a aussi le fait d'accueillir son émotion et d'arrêter de lutter contre cette angoisse. Ça, je vous avoue, je veux bien, mais je sais pas comment. Et j'ai pas l'impression de lutter, j'ai l'impression de déjà rien contrôler et d'être juste l'objet de mon angoisse. Et ensuite, on a aussi le fait de ralentir le rythme. Réduisez les stimulations et offrez-vous des moments de vrai repos. Mais du coup, avec tout ça, je sais plus où est la limite entre la procrastination et la gestion de mon angoisse. Je sais pas si passer du temps à rien faire, c'est une bonne chose, même si ça me fait du bien sur le moment, ou si c'est de la procrastination et je devrais me bouger. Comment on est censé faire la différence entre les deux? J'en ai aucune idée. Et j'imagine que ça, c'est différent pour chacun et que je dois comprendre moi-même comment ça fonctionne. J'en reviens encore à procrastiner, mais en prenant mon angoisse comme excuse. Je sais pas comment on se sort de ça. Apparemment, pour arrêter de procrastiner, on pourrait utiliser la règle des 5 minutes. S'engager à faire la tâche désagréable pendant seulement 5 minutes pour enclencher l'impulsion. Et ensuite, une fois qu'on est prêt dedans, on continue. Je vais la tester. Je vous avoue que je vais la tester, c'est pas encore fait. Je la découvre avec vous, on verra. Ensuite, éliminer les distractions. Ça, on va pas se mentir que c'est compliqué, parce qu'on vit dans un monde où il y a des distractions partout, tout le temps, et que même quand il y en a pas, bah du coup, on en revient à l'imagination, et je vous avoue que ça, pour moi, bah c'est déjà une forte distraction en fait. Ensuite, on a aussi planifié précisément. Ça, je le fais. Je me fixe des moments précis et des objectifs plus ou moins réalistes. Et ensuite, on a aussi découpé les tâches. Diviser un grand projet en actions infimes et faciles à réaliser. Ça, ma psy me l'avait dit. Car j'aime faire des listes, ça me rassure, ça m'aide,
Et du coup, elle m'avait dit, fais-toi des listes plus détaillées. Chaque étape, tu la détailles encore en 5 ou 3 autres étapes et tu fais une tâche par jour ou par heure en fonction de ce que c'est. Ça m'avait aidé pendant un moment, puis ensuite, en fait, mon cerveau a tendance à toujours trouver une solution. C'est pas une bonne solution, c'est juste une façon de m'empêcher de faire les choses qui pourraient m'aider, mais qui sont désagréables. Et du coup, j'avais commencé à faire ces listes très détaillées, et en fait, j'ai commencé à me concentrer sur plein de projets en même temps. Car oui, j'ai des petits troubles d'attention en même temps, et ça n'aide pas. Au lieu d'avoir une petite tâche à faire de temps en temps, j'avais plein de petites tâches qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et ça, il faut que j'arrive à me canaliser là-dessus. Et pareil, je sais pas comment faire. Si vous avez des techniques, des conseils, je prends avec plaisir, car c'est un de mes vrais problèmes. Je me concentre toujours sur 3 ou 4 projets en même temps et des projets beaucoup trop ambitieux qui prennent beaucoup trop de temps, d'énergie, même d'argent. Et ça va pas du tout. Et du coup, bah, je me retrouve encore à procrastiner finalement. Au final, je sais plus si tout ça, ça m'aide ou si je me sabote. J'ai plus l'impression de me saboter et en même temps, c'est mon point de vue interne. Et quand j'ai des points de vue extérieurs sur ce que je fais ou mes projets, les gens ont tendance à me trouver énergique, voire même trop. Les gens me disent aussi que ma vie est assez aléatoire, mais ce qui n'est pas une mauvaise chose, juste je fais ce qui me passe par la tête et du coup je fais plein de choses. Les gens sont aussi surpris que j'ai fait autant de choses à mon âge alors que moi j'ai l'impression de rien faire. Je pense qu'il y a une grande part d'autocritique, car en soi, je passe qu'une seule journée par semaine, voire toutes les 2 semaines, à réellement procrastiner. Et encore, quand je procrastine, je prévois des choses. Je fais des listes, je fais des plans, je prévois ce que je vais faire demain et j'essaie de m'y tenir. Je m'y tiens pas toujours, mais j'essaie au maximum. Et en réalité, il y a beaucoup de mes projets que je réalise. Je pense du coup que j'ai une vision complètement biaisée de moi-même, car j'en demande à moi-même beaucoup trop. Et je passe la semaine à faire des choses, et tout ce que je retiens, c'est également le négatif. Et ça, c'est pas une bonne mentalité. Il faut qu'on arrive à retenir, que ce soit pour nous ou pour les autres d'ailleurs, les bonnes choses, et pas retenir que les mauvaises. On m'a souvent dit d'être gentille et conciliante avec moi-même, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Même si j'aime qui je suis et je suis fière de qui je suis, je me critique constamment et je me pousse moi-même constamment à faire mieux, à être meilleure et à ne pas régresser. Alors que c'est ok de régresser, c'est ok de stagner, c'est ok de ne rien faire, c'est ok de ne penser à rien ou d'imaginer. Et j'ai beaucoup de mal à accepter ça, alors que pourtant ça fait partie de mon mécanisme naturel. Et du coup, j'ai besoin de ce moment de pause, de ce moment où je fais juste que réfléchir, ou ce moment où justement je ne réfléchis plus du tout. Je sais pas trop comment conclure tout ça. Juste, je pense en te disant à toi et aussi à moi-même de s'accepter comme on est, mais aussi de céder et ne pas se laisser aller dans ce qui peut nous tirer vers le bas. C'est pas simple. Et certaines personnes ne le contrôlent pas. Je suis pas sûre de le contrôler complètement, mais je pense que j'ai quand même pas mal de chance là-dessus. Mais oui, je pense que c'est important de se rappeler à soi-même que c'est important les moments de pause. Et on en a tous besoin. On est peut-être trop fixé sur ce que les autres font. Peut-être que si on voyait pas constamment la vie des autres, on se demanderait pas si on en fait assez ou si on est assez bien. On n'aurait rien auquel se comparer et du coup on serait beaucoup plus cool avec nous-mêmes. Et peut-être c'est la solution d'arriver à se détacher de tout ça. Après comment on fait, je sais pas. Chacun doit trouver ce qui lui correspond. Mais je pense que ça peut être un bon départ. De juste se concentrer sur soi, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut réaliser, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous aide. Et ne pas se sentir mal quand on passe une journée à rien faire.